Bonjour. Oula. Bon, je vous prie vraiment de m'excuser pour mon retard. J'ai eu un petit problème de garde d'enfant, donc voilà. Donc je suis venue avec mon fils qui va écouter aussi la séance. Merci beaucoup d'être resté tard pour cette petite séance sur l'accès aux soins. Je vous propose de vous présenter rapidement la manière dont l'assurance maladie travaille sur les sujets. Puis évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors la première chose dont je voulais vous parler, alors je ne sais pas comment on fait pardon, pour passer les slides, c'est moi. Ah, il y a un truc, non ça c'est mon portable. Bon, je démarre en attendant que ça arrive. Peut-être pour vous dire qu'on a signé avec les médecins libéraux une convention. Vous avez dû en entendre parler, c'était les fameux 30 euros, enfin la discussion sur les 30 euros. Et donc cette convention, on a fini par la signer après 18 mois de travaux et de négociations. Et donc elle entrera en vigueur à compter du 22 novembre. Donc 22 novembre, la consultation passe à 30 euros. Et on a pas mal de dispositifs d'aide démographique qui vont également entrer en vigueur. Et donc ça a été un peu tendu avec les médecins. Notamment sur la question évidemment de l'attractivité de la médecine libérale. L'enjeu, vous le savez, on a de moins en moins de médecins sur notre territoire. En tout cas, le numerus apertus, qu'on appelle numerus apertus, donc il n'y a plus le numerus clausus, mais le fait qu'on soit quand même limité dans la formation des médecins fait qu'on a un solde en matière d'installation qui est resté pendant des années négatif. Alors pour la première fois cette année, on a un solde positif de médecins formés qui arrivent par rapport aux médecins qui partent à la retraite. Mais compte tenu de la moyenne d'âge des médecins, on sait qu'on aura encore quelques années difficiles et particulièrement difficiles dans certains territoires. Cette tension, évidemment, vous la voyez partout dans vos territoires. Et comment ça marche? Ah ouais. Alors, je voulais vous présenter en fait peut-être des outils dont vous avez peut-être jamais, pas entendu parler, qui sont des outils disponibles. Parce que c'est vrai que souvent les élus nous demandent à l'assurance maladie, mais on n'a pas de données. Donnez-nous des données. Et donc en fait, c'était pour vous dire qu'on avait construit des sites internet qui vous permettent d'avoir accès à énormément de données. Donc vous avez un premier site qui s'appelle Data Professionnelle de Santé. Et donc là-dessus, vous avez des données département par département, donc on ne descend pas en dessous, mais c'est quand même assez intéressant et qui vous permet pour toutes les professions libérales d'avoir des informations sur la rémunération des professionnels, sur leur lieu d'installation, sur leur densité par habitant, etc. Et donc ça, c'est des données qui sont publiques et donc je vous invite à y aller parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Un deuxième site internet qui pourrait vous intéresser, c'est Data Pathologie. Et donc sur Data Pathologie, vous avez la même chose, c'est-à-dire qu'on a une analyse, mais cette fois-ci des données de santé par territoire. Et donc vous pouvez taper par exemple cancer du sein et vous avez la manière dont le cancer du sein, les disparités territoriales en matière de cancer du sein en fonction des départements. Et si vous cliquez sur un département en particulier, vous avez en fait toute la carte de visite médicale du territoire, c'est-à-dire la manière dont, dans le département, comment est-ce que les différentes pathologies se présentent par rapport à la moyenne nationale. Donc ça, je pense que c'est des outils qui peuvent être très intéressants pour des élus. Et puis une dernière que vous connaissez peut-être qui s'appelle Réseau CPTS. Donc les CPTS, vous voyez ce que c'est les communautés territoriales de professionnels de santé. Et pareil, il y a un outil d'open data qui vous permet, donc là, à une échelle beaucoup plus fine. Donc on est vraiment au niveau des bassins de vie et des CPTS. Vous avez la cartographie des CPTS et vous avez pas mal d'informations en fait qui sont délivrées sur le site internet. Donc vous pouvez savoir quelles sont les différentes CPTS, qui sont les professionnels référents, etc. Donc ça, c'est des outils qui sont en libre accès. Et par ailleurs, je voulais aussi vous faire passer le message. Les CPAM, donc les CPAM, hein, elles sont vraiment à votre disposition. C'est un message qu'on leur a fait passer. C'est vrai que souvent, les élus locaux, les maires, sont davantage en contact peut-être avec l'ARS, même si l'ARS est un peu loin. Les CPAM, n'hésitez pas à les mobiliser. Elles ont quand même souvent, en tout cas, plusieurs antennes au niveau du
du département, elles ont des données. Et voilà, en tout cas, les agents de la CPAM sont à votre disposition, là aussi, pour avoir des données ou pour conduire des discussions. Ça, c'était le premier élément que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est effectivement, on n'a pas de baguette magique pour améliorer l'accès aux soins sur les territoires. Et donc, je vais vous présenter un peu la boîte à outils que du côté de l'assurance maladie, on a déployée, notamment dans le cadre conventionnel avec les médecins libéraux. Peut-être la première chose qu'il faut retenir de manière un peu macro. Alors, pardon, hop. Je vais avancer, je reviendrai après sur ce qu'on a signé. Voilà, moi j'ai 3 recommandations peut-être pour les maires par rapport aux médecins. En fait, les médecins libéraux, il faut savoir qu'ils ont en moyenne une patientèle, médecins traitants et une file active, qui est plus importante que celle des centres de santé ou des dispositifs salariés. Ce qui ne veut pas dire que les centres de santé ne sont pas importants, ils sont extrêmement importants. Là où ils sont, ils accueillent notamment une population plus précarisée et donc ils ont une vraie place sur le territoire. Mais si vous êtes dans une démarche de construction d'une offre de soins, il faut savoir, et je le dis avec des termes qui sont... Voilà, mais un médecin libéral, généraliste libéral, il accueille plus de patients. En fait, son modèle d'activité fait qu'il voit plus de patients. Et donc, si vous avez besoin d'attirer des médecins, et c'est ce que je vais vous expliquer après, c'est très important d'avoir cette dimension-là à l'esprit. Donc, mes 3 conseils, c'est qu'il faut au maximum essayer de soutenir l'offre existante. L'offre existante, c'est que vous avez des médecins qui sont... Alors déjà, il y a des communes malheureusement où il n'y en a plus, mais il y a des communes où il y a encore des médecins. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de remontées de médecins dans les territoires qui disent mais voilà, je ne comprends pas parce qu'il y a un centre de santé qui a été installé à côté, on ne m'a pas concerté, etc. Et donc en fait, souvent, il y a des médecins sur le territoire. Et en fait, ces médecins-là, nous, quand on va les voir, enfin voilà, parce qu'on a maintenant un tiers des médecins qui a plus de 60 ans. Et donc l'objectif de l'assurance maladie, c'est évidemment de l'attractivité pour les jeunes médecins, mais c'est aussi, dans les prochaines années, et ça va quelque chose qu'on va essayer de faire avec vous, c'est de faire en sorte que les médecins ils restent le plus longtemps possible en activité. Et donc, et qu'ils prennent le plus de patients possible. C'est un peu basique, mais on est obligé de raisonner un peu comme ça. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à soutenir l'offre de soins existante, donc d'avoir bien connaissance, mais vous les connaissez, des médecins qui sont sur votre territoire. Et on va voir après sur les outils que vous pouvez utiliser, mais en fait, souvent, les médecins sur vos territoires, ils ont pas mal de demandes auxquelles nous, l'assurance maladie, on ne peut pas accéder. Je vous donne un exemple. Il y a un des leviers qu'on a déployé dans la convention médicale qui est l'assistant médical. L'assistant médical, c'est un associé pour le médecin que l'assurance maladie va financer en contrepartie d'objectifs pour le médecin sur le fait qu'il augmente sa patientèle. C'est tous les médecins qui ont un assistant médical nous disent que c'est génial, que ça a changé leur vie. Déjà, ils sont plus en burn-out et ils ont la possibilité d'accueillir des nouveaux patients, etc. Donc, ça, automatiquement, en fait, ils augmentent le nombre de patients qu'ils peuvent accueillir et donc ça répond à vos besoins. La principale limite qui est annoncée par les médecins quand nous, on envoie nos délégués d'assurance maladie faire le tour des médecins pour leur demander s'ils veulent un assistant médical, ils nous disent, en fait, nous, on n'a pas les locaux pour. On n'a pas les locaux parce qu'en fait, pour accueillir un assistant médical, on a besoin de notre cabinet, mais il faut qu'on ait un cabinet à côté. Et ça, je l'ai vu, pas du tout que dans des grandes villes, y compris dans des villes moyennes et des petites villes, où en fait, il y a un médecin, 2 médecins généralistes qui potentiellement pourraient accueillir plus de patients dans leur ville, mais en réalité n'arrivent pas à recruter d'assistants médicaux parce qu'ils n'ont pas les locaux. Alors même que potentiellement, au même moment, la collectivité, elle essaie d'attirer des médecins, etc. Et donc, je vous invite vraiment, en tout cas, pour les médecins qui sont sur vos territoires, les médecins libéraux qui sont sur vos territoires, mais aussi les MSP, les centres de santé, vous avez cette possibilité de débloquer ce rouage-là. Nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, la partie
immobilière. Mais ça, souvent, en fait, rien que ça peut débloquer le fait qu'un assistant médical s'installe. Et un médecin qui a un assistant médical, il peut augmenter sa file active de 10%, 20%. Maintenant, on a des territoires totalement désertiques où on a des médecins qui ont construit des équipes beaucoup plus grandes avec un deuxième assistant médical, avec des infirmières et pairs. Donc nous, on a pas mal de dispositifs, mais effectivement, le médecin, il a besoin d'avoir de la place et donc il faut lui trouver, entre guillemets, il faut l'aider en tout cas à pouvoir s'installer. Et puis aussi, je vous invite quand vous avez envie de faire venir un médecin sur votre territoire, à bien concerter les acteurs de santé du territoire, parce que c'est vrai que quand vous êtes un groupe de médecins et que voilà, vous avez construit un peu difficilement une CPTS, etc. En fait, c'est compliqué pour vous c'est compliqué pour eux si en parallèle il y a des démarches qui sont conduites par les collectivités et qui n'ont pas été concertées. Et donc vous pouvez avoir des médecins qui se sont organisés sur 3 communes pour qu'il y en ait un qui soit présent le samedi et qui puisse recevoir les patients. Et puis tout d'un coup, il y a la pharmacie de la ville où il y a ou la mairie où il y a une télécabine de téléconsultation qui est installée. Et en fait, les médecins du territoire sont pas au courant et donc ils deviennent chafouins et disent bon bah puisque c'est comme ça, on va arrêter notre système de garde le samedi parce que nous on s'était organisé, mais en fait venu de nulle part, il y a une offre de soins qui est voilà. Donc la téléconsultation, les télécabines, ça peut être très bien, mais vraiment ma recommandation après avoir discuté pendant 18 mois avec les médecins généralistes libéraux, c'est que vous avez vraiment intérêt à leur parler avant et à vous rapprocher des CPTS pour voir comment les aider. Je vais revenir un peu plus je vais revenir en arrière sur ce qu'on a signé avec les médecins généralistes pour que vous ayez une idée quand même de ce qui a été fait. Donc nous, on a une feuille de route sur l'accès aux soins. Donc jusqu'à présent, l'accès aux soins, c'était quand même une prérogative essentiellement de l'État, des ARS. Mais nous, on est venu en appui. Compte tenu de la situation en matière de démographie médicale, l'assurance maladie, depuis 1 an, en fait, elle a déployé un service pour venir en appui des patients qui n'ont pas de médecin. Donc, on a un dispositif qui s'appelle patient en ALD sans médecin traitant. Et donc, pour tous les patients dans vos villes qui n'ont pas de médecin traitant, s'ils ont une ALD, vous pouvez les adresser à la CPAM. Et la CPAM, maintenant, elle a un service. Chaque CPAM a un service qui fait... Alors, elle ne va pas forcément trouver un médecin en claquant des doigts, mais on a installé un service qui fait que dans chaque CPAM, vous pouvez adresser les patients en ALD sans médecin traitant. Donc, en ALD, c'est en affection longue durée. Donc, vous avez l'essentiel de la population de plus de 65 ans qui en a au moins une. Et donc, les CPAM, elles ont tout un système qui a été... maintenant, elles ont un service qui est dédié à ça, où en fait, elles travaillent avec les CPTS. Elles ont des listes de patients, des listes de médecins, et elles appellent chacun des médecins du territoire pour dire ce serait bien de prendre un patient, il est juste à côté de chez toi, et ce patient-là, etc. Donc, c'est vraiment un service de dentelle, de proximité. Et donc, n'hésitez pas vraiment à renvoyer vers la CPM les patients qui viennent frapper à votre porte et qui n'ont pas de médecin traitant. On a pris l'engagement d'accompagner ces patients. Donc ça, voilà, je vous encourage à le faire. Ce plan-là, il a porté ses fruits puisque, en fait, alors même que le nombre de médecins, la densité médicale continue de chuter, on a fait baisser le nombre de patients en ALD sans médecin traitant. Donc, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est vrai que quand la CPAM appelle un médecin, bon, il fait un petit peu de place dans sa patientèle, il en prend un, il en prend deux, et puis en fait, si chacun fait ça sur le territoire, finalement, on y arrive. La deuxième chose qui est très importante, qui est sur la partie 4, c'est les cessations et les reprises d'activité. Nous, jusqu'à présent, en fait, on ne suivait pas très bien les médecins qui partaient à la retraite. Et donc, vous aviez du jour au lendemain des médecins qui partaient à la retraite et 2000 patients qui se retrouvaient sans solution du jour au lendemain. Ça, maintenant, nous, on a contractualisé avec les médecins. Ils doivent nous prévenir 6 mois à l'avance quand ils partent. Et la CPM, elle a elle a dans ses missions le fait de, entre guillemets, recaser les patients, de retrouver un médecin traitant pour les patients. Donc là aussi, n'hésitez pas à demander un rendez-vous avec la CPM, avec le directeur, la directrice de la CPM. Quand vous savez qu'un médecin part à la retraite, normalement la CPM, elle est informée, ou quand vous avez des doutes, ou quand voilà, et la CPM, elle doit organiser le fait que les patients en question, ils sont réadressés à d'autres médecins sur le territoire. Un autre sujet, c'est évidemment l'attractivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour remplacer un médecin qui part.
Donc là, on a l'assurance maladie, elle est pas toute seule à pouvoir mettre en place des dispositifs. Nous, on met des dispositifs financiers extrêmement attractifs. Donc là, je ne les ai pas remis, mais ils sont publics. On a des dispositifs extrêmement attractifs sur les territoires, les ZIP, les ZAC, avec des nouveaux dispositifs qui vont rentrer en vigueur en 2026, qui vont aussi entrer en vigueur sur les QPV. Et donc, vous allez avoir, pour les médecins installés en QPV, dans les ZIP et dans les ZAC, un forfait médecin traitant qui sera revalorisé notamment, et puis des aides à l'installation. Mon point, c'est que ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'il faut que vous dépensiez votre argent, si je puis le dire ainsi. Vous n'en avez pas beaucoup. L'assurance maladie, pour le coup, elle fait vraiment des gros chèques pour, entre guillemets, attirer les médecins dans les zones qui sont moins attractives. En revanche, c'est vrai que c'est plus la connaissance du territoire qui est importante, parce qu'on sait bien que l'attractivité financière, c'est pas tout. Il faut que le médecin, pour s'installer, il connaisse un peu le territoire. Et donc, il y a des départements, moi je l'ai vu notamment par exemple dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, ils ont tout un dispositif où c'est l'ARS, le département, les intercos, etc., qui ont en fait un programme d'attractivité auprès des étudiants. Et donc, ils font une journée auprès des étudiants dans l'université où ils viennent présenter le territoire, mais pas uniquement le territoire sous son aspect médical. Donc, l'assurance maladie et l'ARS le fait, mais aussi les écoles, pourquoi c'est sympa, ce qui se passe dans la ville, etc. Donc, vraiment l'attractivité du territoire qui n'est pas nécessairement connue. Et donc, le fait de dire aux médecins, venez voir, venez passer un coup d'œil, venez passer une journée, on vous présente le territoire. Et honnêtement, ça marche. Nous, une autre chose aussi qu'on fait auprès des médecins, c'est de les encourager à prendre des étudiants en stage dans les territoires, parce qu'en fait, la clé pour qu'un médecin s'installe, c'est qu'il ait déjà exercé, soit qu'il vienne du territoire, soit qu'il ait passé un petit moment dans ce territoire-là. Et donc, en fait, s'il ne vient pas du territoire, une des clés, alors, il y a des réformes plus structurelles qui sont réfléchies par le ministère de la Santé, sur le fait notamment d'avoir des pôles universitaires qui soient un peu plus délocalisés pour attirer un peu plus d'étudiants qui viennent d'endroits plus éloignés. Mais en tout cas, les stages, c'est quelque chose de très important. Donc nous, on va inciter, là, dans la convention médicale, les médecins à prendre davantage d'étudiants en stage en libéral, et avec une incitation dans les territoires qui sont les plus désertiques. Mais pareil, pour prendre un étudiant en stage, il faut des locaux, et il faut que, souvent l'étudiant, il vient 6 mois, voire maintenant, avec la 4e année de docteur junior, il va venir que potentiellement 3 mois. Et donc, en fait, il faut que pour 3 mois, il ait quelque chose d'un peu clé en main pour venir s'installer. Et donc, en fait, ça change tout quand on lui dit, si tu viens chez moi, on a entre guillemets un appartement de 3 mois qui peut être mis à ta disposition. Donc c'est plus sur la partie, en tout cas tout ce qu'on a travaillé, c'est vraiment plus sur la partie immobilière. En fait, ils ont les médecins, sur la partie médicale, d'une certaine manière, avec l'ARS, l'assurance maladie, sur la partie financière. Nous, honnêtement, on dépense beaucoup d'argent, et on a vu des communes qui proposaient des chèques supplémentaires, etc. Mais je vous invite en tout cas à plutôt rediriger votre investissement sur l'attractivité du territoire, indépendamment de sa partie médicale, et sur le fait d'avoir des solutions un peu courtes pour les étudiants qui viennent en stage, pour qu'ils puissent se dire, en fait, c'est chouette, si je vais là en stage pendant 3 mois, en fait, on arrive et c'est tout près, je vais être accueilli par le maire, j'ai un endroit où je peux loger facilement, pas cher, et puis voilà. Pour vous dire aussi que donc on a le déploiement des assistants médicaux, je vous en ai parlé. Donc ça, les assistants médicaux, donc on a des délégués d'assurance maladie qui vont démarcher les médecins libéraux pour qu'ils prennent des assistants médicaux, avec ce que je vous ai expliqué. On a un plan de simplification administrative, donc ça, vous n'y êtes pas pour grand-chose, mais c'est vrai qu'on essaie de libérer du temps médical, sauf pour tout ce qui est parfois des associations ou des clubs municipaux pour lesquels c'est pas la peine de demander des certificats, parce que ça engorge les rendez-vous médicaux. Donc ça, n'hésitez pas à lever aussi un peu le pied là-dessus. Favoriser le binôme médecin-infirmier, et plus généralement aussi la coopération avec tous les autres professionnels de santé. Vous avez aujourd'hui, les pharmaciens ont des nouvelles compétences sur lesquelles il faut aussi s'appuyer. Dans beaucoup de villes ou beaucoup de zones, en fait, la pharmacie, c'est quand même le premier endroit où vous pouvez vous rendre. C'est un peu l'accueil d'urgence en santé sur le territoire. Et donc, plutôt que les patients aillent aux urgences,
Il y a plein de choses en fait qui peuvent être traitées en pharmacie. Maintenant, vous savez que pour les cystites, quand vous avez une infection urinaire, que vous êtes une femme, vous pouvez aller directement en pharmacie. Pareil, quand vous avez une angine, le pharmacien, il a les compétences pour le faire. Donc, il y a pas mal de choses que le pharmacien peut faire. Et donc, il faut vraiment voir aussi l'officine comme un poste de premier secours. Et puis, quand un patient n'a pas de médecin traitant et que la pharmacie, elle est reliée, elle fait partie de la CPTS, donc du groupe en fait des praticiens et des professionnels de santé du territoire. Souvent, la CPTS, elle repère le patient qui n'a pas de médecin traitant et ensuite, elle le redirige vers la CPTS qui peut lui trouver un médecin traitant. Donc, c'est important et intéressant de bien connaître aussi les officines dans son territoire, sachant qu'on a mis en place une clause avec les pharmaciens, parce qu'il y a la question un peu des déserts officinaux aussi qui a commencé à émerger. Et donc, on a mis une clause anti-désertification pharmaceutique, c'est-à-dire que les dernières pharmacies des communes ne pourront pas fermer. Donc, nous, on s'est engagé à mettre une aide, à verser une aide aux officines qui ne deviendraient plus rentables dans les communes où, par exemple, le dernier médecin part à la retraite. Et donc, la pharmacie, elle se retrouve en difficulté parce qu'elle n'a plus suffisamment d'ordonnances, elle ne peut plus gagner sa vie, elle n'a plus de modèle économique. Nous, l'assurance maladie, on s'est engagé à mettre une aide pour ces pharmacies qui sont les dernières de leur commune. Donc, pour l'instant, on s'est engagé sur une aide de 20 000 €, mais l'objectif, c'est qu'on n'ait plus de fermeture de pharmacie pour toutes les pharmacies qui sont les dernières de leur commune. Et ça, s'il faut qu'on augmente l'aide, on augmentera l'aide. L'objectif, c'est vraiment le réseau officinal, c'est un réseau qui est hyper puissant. Les pharmaciens, en quelques années, ils ont acquis énormément de compétences. Ils font aussi la vaccination, etc. Donc, n'hésitez pas à vraiment encourager tous les patients sur votre territoire à aller vers les pharmaciens. On a aussi les infirmiers qui sont très importants pour le domicile. Donc là, leur population, heureusement, a beaucoup augmenté, même si elle s'est un petit peu stabilisée ces derniers temps. Et alors, je sais, si vous avez des questions sur les gardes, on pourra en parler aussi, mais je ne vais pas monopoliser la parole pour qu'on ait un petit temps d'échange. Ça, vous retrouverez dans le document en fait les objectifs qu'on a fixés aux médecins dans le cadre de la convention. Donc, c'est un contrat que les médecins libéraux et nous nous sommes fixés. Et donc, on va suivre ces engagements de la part de la profession. Et donc, et eux et nous, nous avons des objectifs. Et donc, vous voyez que dans ces objectifs, il y a le fait d'augmenter la patientèle, parce qu'en fait, c'est ça la clé. Malheureusement, dans les prochaines années, si on n'augmente pas la patientèle, si les médecins présents n'augmentent pas leur patientèle, on va avoir un problème pour que tous les patients aient un médecin. Donc les chiffres aujourd'hui, c'est environ 11-12% de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et pour les patients en ALD, on est à un peu plus de 5%, on a un peu moins de 5% depuis le lancement du plan. Mais ça reste très problématique parce que c'est des patients qui ont vraiment besoin de soins. Je reviens et ensuite je vous laisserai le... Donc là, on a des éléments, si vous souhaitez prendre la diapositive en photo, qui est un peu plus précise sur en fait, le dispositif qu'on a mis en place pour trouver des médecins pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Comment en fait, on s'est organisé avec les CPTS. Voilà, si ça vous intéresse. Et peut-être une dernière slide un peu plus détaillée sur ce qui peut être utile. Donc nous, ce qu'on a remarqué en tout cas, parce que c'est vrai que sur les structures pluriprofessionnelles, on a vu émerger pas mal de centres de santé, il y a plein d'offres en fait qui poussent sur les territoires. Nous, l'offre qu'on vous encourage vraiment à appuyer si vous devez choisir, si vous avez la possibilité de choisir, c'est les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que c'est une activité libérale, donc entre guillemets, qui va proposer beaucoup de rendez-vous. C'est une activité qui prend pas uniquement des patients en urgence, mais qui prend aussi des patients au long cours. Donc, c'est des médecins qui vont prendre au long cours des patients comme médecins traitants. Et puis, c'est pluriprofessionnel et donc c'est attractif pour les jeunes médecins. Et donc, si vous entendez parler d'un projet de maison de santé pluriprofessionnelle, ça, n'hésitez pas. Nous, le retour qu'on a des professionnels libéraux de notre côté, c'est que c'est pas facile quand ils essaient de monter un projet. Qui sont un peu perdus. Et donc, on leur dit évidemment de se rapprocher des élus. Parfois, ils sont hyper bien accueillis. Parfois, en fait, ils sont accueillis par des élus qui ne connaissent pas très bien le concept de maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, nous, en tout cas, de toutes les structures, celles-ci, voilà, si vous en entendez parler, si vous avez des soignants sur votre territoire qui sont intéressés, ça, c'est l'offre qu'on va la plus accompagner. Et là, on va rouvrir les discussions avec les maisons de santé pluriprofessionnelles et on va vraiment réorienter leur mission le plus possible sur les patients qui n'ont pas de médecin traitant,
sur toute cette proximité, sur voilà, toutes les choses, toutes les difficultés que vous rencontrez sur vos territoires. Donc nous, on va leur donner, si vous voulez, des missions contractuelles. Donc entre guillemets, elles auront de l'argent supplémentaire si elles remplissent ces missions. Donc vous avez, vous, un intérêt aussi à vous orienter vers ce type d'offre. Il y a le fait de contribuer à augmenter le temps médical, les assistants médicaux, j'en ai parlé, et l'attractivité médicale, j'en ai parlé. La mise à disposition des locaux, j'en ai également parlé. Pour vous dire aussi qu'on va mobiliser, nous, des nouveaux dispositifs pour les spécialistes, parce qu'en fait, j'imagine que voilà, les personnes, les patients sur vos territoires, ils ont besoin d'un médecin traitant, mais parfois ils attendent aussi plusieurs mois pour avoir accès à des spécialistes. Donc on a aussi des dispositifs qui vont faciliter ça, qui s'appellent les équipes de soins spécialisées. Et puis une dernière chose, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'initiatives qui sont vraiment intéressantes, qui se mettent en place, qui sont des initiatives un peu dérogatoires. Et donc notamment, par exemple, les médecins solidaires, c'est une initiative qui a été lancée dans la Creuse, qui fonctionne très bien. Et donc là, le dispositif, c'est qu'en fait, ils ont une maison de santé pluriprofessionnelle. Et en fait, ils sont plusieurs médecins à tourner. Donc en fait, eux, entre guillemets, viennent de la grande ville, mais ils se sont organisés pour venir. Et donc, ils viennent passer une semaine par mois ou tous les 2 mois. Et en fait, ils se relaient, mais ils ont une vraie patientèle médecin traitante. Et donc, c'est vraiment la maison de santé qui prend les patients en suivi régulier. Et donc, voilà, je vous invite à regarder cette initiative que nous, on va soutenir à la fois financièrement et puis aussi en structure, en fonctionnement. Parce que c'est vrai qu'on en voit fleurir pas mal des initiatives, mais celle-ci, elle est vraiment chouette. Pareil, il y a des initiatives qui sont plus axées santé publique. Il y a le bus du cœur des femmes, il y en a plein d'autres que vous pourrez retrouver sur le site de l'assurance maladie, où là, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous manifester auprès de la CPM, parce qu'il y a des dispositifs itinérants pour lesquels, en fait, l'assurance maladie peut dire, bah voilà, si l'interco ou la commune est intéressée, on peut organiser la venue d'un bus de dépistage. Donc, il y a le dépistage du cœur des femmes. Donc là, c'est vraiment un dispositif qui est spécialisé pour tous les dépistages de la femme. Mais il y a d'autres dispositifs itinérants. Et donc là, c'est souvent un partenariat qui est fait entre la CPM et l'interco, voilà, pour essayer si les élus sont intéressés, pour proposer une offre itinérante sur le territoire qui soit ponctuelle ou d'ailleurs récurrente. On a pour la mammographie, on peut avoir des dispositifs, notamment en Normandie, ça se fait pas mal d'avoir des dispositifs de dépistage qui sont des dispositifs de dépistage itinérants avec prise de rendez-vous en lien avec la CPM. Voilà, je ne vais pas trop parler non plus. Si vous aviez des questions à nous poser, en tout cas, moi, la petite conclusion, c'est que j'ai fait beaucoup le tour de mon réseau qui est les CPAM. Je vais beaucoup les voir et je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de liens, pas beaucoup de contacts avec les maires et avec les intercos. Et donc, j'allais dire, c'est un peu une sorte de responsabilité partagée. Donc, nous, on leur dit de vraiment se faire connaître des élus. Et dans l'autre sens, vraiment, n'hésitez pas à les solliciter. La CPM, c'est le service public. Voilà, c'est un service public qui doit être présent sur les territoires. Il y a des antennes, il y a plusieurs antennes par département. Ils sont présents dans toutes les antennes France Service. Ils peuvent monter des dispositifs de prévention. Ils ont maintenant entre guillemets l'obligation, mais en tout cas ils ont une mission qui est donnée par la Caisse nationale de prendre en charge les patients ALD sans médecin traitant que vous pouvez leur adresser. Ils doivent mailler avec les ARS le territoire de CPTS, donc de communautés libérales qui sont censées mettre en place des dispositifs d'accès aux soins. Donc voilà, il y a plein de choses que l'assurance maladie peut faire pour vous au niveau vraiment local. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et puis par ailleurs, voilà, je vous invite aussi à suivre les actualités de la CNAM au niveau de l'assurance maladie au niveau national, parce qu'il y a pas mal de choses aussi qu'on porte en matière de santé publique, en matière d'accès aux soins. Ça a pas mal bougé. Depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. En tout cas, ce que l'assurance maladie a engagé comme promotion de programmes sur la vaccination, sur les compétences des professionnels de santé, sur l'accès aux soins, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre notre actualité. Il y a sans doute plein de choses que vous pourrez trouver utiles et en tout cas, l'assurance maladie est un service public à votre disposition, puisqu'elle est à la disposition de tous les assurés et que notre mission, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé de manière prioritaire. Voilà pour
intervention. Je ne sais pas comment je sais pas s'il y a des questions. Bonjour. Je voulais savoir si l'assurance maladie soutient les maisons de santé privées. Oui. Alors, et sous quelle forme? Alors c'est le modèle, c'est le modèle qu'on favorise le plus, en fait, avec lequel on a plusieurs types de structures avec lesquelles on conventionne. Donc on a les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est les MSP. Donc ça, en fait, ça veut dire que les libéraux, ils sont déjà payés par l'assurance maladie pour leur activité et que nous, en plus, on finance la structure. Et on finance la structure en contrepartie de missions, notamment de missions sur le fait de prendre en charge des patients qui n'ont pas de médecin traitant, le fait d'avoir des parcours avec l'hôpital, le fait de participer à la PDSA, au SAS, enfin, tout ce qu'on appelle les soins non programmés. Donc ça, nous, on les finance. On finance aussi les centres de santé. Donc les centres de santé, on contractualise avec eux. Ceux avec lesquels on ne contractualise pas, par exemple, j'en sais rien, moi, des maisons de garde qui peuvent se monter. En fait, souvent, c'est des professionnels qui nous facturent directement. Nous, on ne les finance pas en tant que structure, mais eux nous financent à l'acte d'une certaine manière. Et donc, c'est là où aussi, vous en avez peut-être entendu parler, on a eu un peu des dérives sur certaines maisons privées, comme vous les appelez, qui ont pu se monter et en fait qui facturent très cher à l'assurance maladie, donc du coup qui sont très attractifs pour les médecins. Et donc, sur le moment, ça peut être une bonne nouvelle parce que vous avez tout d'un coup des médecins qui s'installent à côté de chez vous. Mais en fait, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le territoire parce que ça attire des médecins sur des temps de travail très courts, très cher payés. Et donc, en fait, à la fin, ça détruit du temps médical sur le territoire. Et donc, c'est vrai que, alors, il y a pas mal de ces structures-là qui sont très utiles, qui ont été pensées en lien avec les acteurs du territoire, avec les élus, avec l'hôpital, avec l'assurance maladie. Et donc, elles sont utiles là où elles sont. Mais c'est vrai que là, on a donné nos consignes à notre réseau assurance maladie et le ministère à son réseau de regarder aux ARS, de regarder quand même dans les structures, celles qui ne sont pas tout à fait dans les clous, parce que c'est vrai qu'elles surfacturent à l'assurance maladie. Et en fait, à la fin, on a un cercle un peu vicieux où vous avez, en fait, pour certains médecins, c'est plus rentable de travailler 3 nuits que de s'installer et de prendre une vraie patientèle. Et dans le contexte qu'on traverse, en fait, on a besoin de médecins qui s'installent et qui prennent des vraies patientèles. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre... Oui, ça répond en partie. Je vais peut-être préciser ma question. En fait, on est Créadim juste derrière et nous, on crée des pôles de santé privés. Oui. Donc, c'est un ensemble immobilier dans lequel on va regrouper des médecins, des kinés, des infirmières, enfin, toute une équipe. Et dans le cadre de l'installation d'un médecin, nous, on est en mesure de lui vendre une partie du local, c'est une copropriété. Est-ce que lui, il a droit à une aide pour le coup pour acheter sa partie locale? Alors en fait, si il est dans un territoire, un désert médical, ou si il est dans une zone d'éducation prioritaire, il a le droit à des aides aujourd'hui, mais en fait, la plupart des médecins les réclament pas, enfin les connaissent pas. Donc en fait, on change totalement le dispositif et à partir de 2026, on aura des aides à l'installation, mais surtout, en fait, on va leur offrir une aide pérenne. Ça veut dire que le forfait, ce qu'on appelle le forfait médecin traitant, quand vous êtes un médecin généraliste, vous êtes payé à l'activité, vous avez une consultation qui va être à 30 euros. Et en plus, chaque année, pour chaque patient, vous avez une sorte de rémunération forfaitaire. Et ça, cette rémunération forfaitaire, elle ne va pas être la même en fonction des territoires. Donc, c'est une forme d'aide à l'installation, ou en tout cas au maintien dans certaines zones. Voilà. Et donc, dès qu'ils commencent à avoir des patients, par ailleurs, l'assurance maladie, au moment où ils s'installent, peut leur faire une avance pendant 1 an. Enfin, honnêtement, financièrement, un médecin, il peut avoir peur de s'installer, un jeune, mais compte tenu de... Nous, on met énormément d'argent sur la table pour qu'il s'installe très vite. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est que l'âge d'installation, contrairement à ce qu'on pense, il diminue un peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a 2 fois plus d'installations qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la dynamique, elle repart. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à leur vendre tout ce que l'assurance maladie a mis en place dans le cadre de la convention et qui est public. Vous retrouverez, on a sur notre site internet, sur la convention médicale, vous avez voilà, tous les éléments sur l'aide à l'installation. Je pense qu'on va, dans le cadre de la convention médicale, nos délégués d'assurance maladie vont republier des choses qu'on va publier aussi sur le site amélie.fr, des choses que vous pourrez retrouver. Donc oui, il y aura des dispositifs. Voilà, il faut, en tout cas, un jeune médecin qui s'installe, s'il a peur de ne pas trouver, de pas être rentable tout de suite, il faut lui dire qu'il y a, a priori,
aucun problème, quoi, hein. Des médecins qui n'arrivent pas à trouver de patients, on n'en trouve pas. Voilà. Donc, qui ne s'inquiètent pas, l'assurance maladie les aide financièrement. Et honnêtement, un médecin qui s'installe ou qui s'installe, comme honnêtement la France entière est devenue une forme de désert médical, il a tout de suite des patients. Donc, il faut les inciter à s'installer, même s'ils ont l'impression qu'ils se mettent un peu le couteau sur la gorge parce qu'ils s'installent, qu'ils vont avoir un loyer, etc. Il faut vraiment leur montrer que financièrement, ils s'y retrouvent tout de suite. Voilà, je ne sais pas si... voilà. Et après, si ils constituent une maison de santé pluriprofessionnelle, s'ils décident de contractualiser en tant que groupe avec l'assurance maladie, ils ont de l'argent supplémentaire. Voilà. Bonjour, vous avez parlé de clause d'anti-désertification pharmaceutique. Ouais. Sauf que quand une officine va fermer, la CNAM peut l'accompagner financièrement. Mais tant qu'il n'y a pas de médecin, on ne va pas l'accompagner 10 ans. Alors, pour l'instant, la convention qu'on a signée avec les pharmaciens, elle n'est pas éternelle. Mais nous, notre position à la CNAM, c'est que si cette aide, elle doit être éternelle, elle sera éternelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vraiment... Enfin, c'est nouveau, hein, c'est comme philosophie, mais c'est de se dire qu'en fait, plus un territoire se désertifie, plus il se désertifie. Et donc, en fait, on a une forme de spirale qui est une spirale négative qui fait qu'un territoire, il s'atrophie. Et donc, s'il faut maintenir une pharmacie, même s'il n'y a qu'un patient qui passe toutes les heures, j'exagère, mais moi, je pense que là, c'est notre mission de service public de l'assurance maladie de maintenir cette officine sur le territoire de la commune et donc de la subventionner à hauteur. Donc, encore une fois, ça ne nous est pas encore arrivé là. Donc, on a mis en place une aide dans la limite de 20 000 € qui va être décidée en lien avec les CPL, donc les CPL qui sont les entités départementales. Voilà. Mais pour moi, ça a vocation à être pérenne dans le sens où on ne peut plus se permettre d'avoir des communes qui perdent leur dernière pharmacie. Parce qu'en fait, ça veut dire que pour le patient, c'est une double peine. Non seulement il a perdu son médecin, mais en plus, il perd son poste de secours. Et en fait, tout l'accès aux soins, j'allais dire un peu direct, un peu urgent auquel il peut avoir accès. Donc, après, je ne suis pas ministre de la Santé, hein, donc ce que je veux dire, c'est que là, c'est dans le cadre de ce qu'on a signé avec eux. Mais ça, je pense que c'est quand même une tendance de fond. On a essayé de prendre le pli très vite. C'est-à-dire qu'on a vu des premières pharmacies fermées. Les premières pharmacies qu'on fermait, elles ont plutôt fermé dans des endroits où il y avait d'autres pharmacies, mais quand même, on est vigilant. Et maintenant, on veut plus, surtout, ça c'est vraiment un des atouts de notre système de santé. On ne veut plus que des pharmacies ferment là où il n'y a plus d'autres pharmacies. Et donc, je pense que l'assurance maladie, elle mettra les moyens pour y arriver. Pour l'instant, c'est ça qu'on a proposé, mais s'il faut qu'on aille plus loin, on ira plus loin, quoi. Bonjour, je suis maire d'une commune de 13 000 habitants. J'ai noté quelques petites questions par rapport à vos interventions. Alors, je ne sais pas si je vous les pose au fur et à mesure. Allez-y, ouais. Bon, bref question, vous évoquez de communiquer sur le fait de mettre un logement, ok, mais auprès de qui est-ce que c'est directement faculté? Parce qu'on a mis à disposition. Moi, j'ai une fois effectivement un stagiaire qui nous a interrogé directement. On lui a trouvé le logement. On s'est dit, tiens, on va le redire aux médecins. Ils n'ont pas forcément stagiaire. Et on se dit, mais auprès de qui communiquer? Donc ça, c'est une première question. Première réponse. Pour moi, il faut que vraiment les médecins sur votre... Ils sont au courant. Voilà. Le plus important, c'est qu'eux soient au courant. Parce qu'en fait, eux, quand ils vont prendre un stagiaire, le stagiaire va dire, mais du coup, comment ça se passe? Après, je ne sais pas si vous avez une CPTS sur votre territoire. Alors, c'est votre deuxième question. Okay. Un autre sujet. Et puis, par ailleurs, vous pouvez le faire savoir à la CPM et à l'ARS qu'elle sache qu'en fait, il y a un dispositif dans votre commune qui est un dispositif... Donc, on leur écrit. Okay. Ouais. N'hésitez pas à les appeler, à leur écrire, à demander un rendez-vous au directeur de la CPM pour lui présenter les... Enfin, honnêtement, voilà, D'accord, on l'écrit à la CPTS aussi. Voilà. Ouais. Alors bon, la CPTS, ça c'est effectivement une particularité, je dirais, pas que notre territoire, c'est les territoires qui sont en limite de département, puisque notre CPTS dépend du Vaucluse, mais nous sommes une commune gardoise. Alors Occitanie, région PACA, c'est formidable. Donc je m'adresse dès lors à quel CPAM, puisque ma CPTS est dans le Vaucluse. Elle dépend du Vaucluse et donc j'écris à la CPAM du Vaucluse ou celle du Gard?
En fait, il faut que vous écriviez, là pour le coup, écrivez à la CPTS dont vous dépendez. Oui. Et donc la Et puis CPTS, je dédouble les ouais, courriers. honnêtement, en fait, écrivez aux deux directeurs. Après, la CPTS, elle est à cheval du coup sur les. La Oui. CPTS, elle est à cheval sur les deux Oui. débats. Bah, du coup, je pense Ça que cette. dépend de l'hôpital, ils se sont regroupés Ouais. autour de l'hôpital d'Avignon. Bah, du coup, donc, je pense que les deux directeurs de CPM, ils ont, avec l'ARS, Oui. ils ont validé, oui. ils doivent la piloter à deux, du Oui. coup. Donc, vous Bon, pouvez mettre donc les on deux est dans deux. le. Et la CPTS, vraiment, alors, je sais pas si il y a des CPTS qui sont très matures, qui font des trucs super, etc. Il y a des CPTS qui sont balbutiantes, donc on Oui. voit pas encore trop. Mhm. Vraiment, moi, je vous encourage à investir dans les CPTS parce que je crois vraiment qu'elles ont un potentiel de communication, de fédération des professionnels de santé libéraux. Donc le fait de faire connaître, typiquement, le fait que vous avez des locaux, où vous accueillez des stagiaires, etc. La CPTS, c'est vraiment quand il marche, moi j'ai vu des CPTS qui fonctionnaient bien, c'est incroyable, quoi. Ça veut dire que vous avez la pharmacie qui voit débarquer un patient qui n'a pas de médecin, la pharmacienne, et elle appelle la CPTS en disant j'ai repéré un patient, le médecin il dit ok je prends. Enfin, en fait c'est quand même toute une organisation libérale qui quand elle se met en mouvement fonctionne. Donc il y en a qui débutent, voilà, ça demande un peu de temps, mais voilà, n'hésitez pas à miser là-dessus, moi j'y crois. D'accord. Alors, vous avez évoqué effectivement soutenir les MSP. Bon, nous, on a des exemples autour de nous, des MSP qui ont fonctionné, mais souvent parce qu'elles sont à l'initiative de médecins généralistes, Ouais. et d'autres où c'est les collectivités qui ont mis en place des MSP qui ne fonctionnent pas parce qu'on ne trouve pas le médecin généraliste de temps. Donc, ma question, elle est là, c'est est-ce que finalement vous soutenez qu'à condition qu'il y ait un médecin généraliste, ou alors comment on arrive à la créer et être sûr d'avoir quelqu'un, parce qu'on ne peut pas investir des centaines de milliers d'euros pour avoir des boîtes vides. Et quand on est d'une certaine taille, est-ce qu'il peut y avoir effectivement plusieurs MSP dans une commune? Bien sûr. En fait, le principe de la MS, c'est un exercice libéral. Donc, en fait, c'est vrai que l'initiative, elle vient du médecin. Il ne peut pas y avoir de MSP s'il n'y a pas de médecin. Normalement, la règle, c'est 2 médecins. On est en train de faire des dérogations parce qu'il y a plein d'endroits où c'est compliqué d'avoir 2 médecins, mais il faut au moins un médecin. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas construire la MSP avant d'avoir le médecin. En revanche, à partir du moment où vous avez un médecin sur votre territoire et que vous allez le voir en lui disant moi, je te propose qu'on monte un projet de MSP ensemble. On agrandit les locaux, etc. Il n'y aura pas de problème pour trouver un infirmier, 2 infirmiers pour s'installer avec lui. Vous lui mettez un local pour un assistant médical, un local pour... et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut repérer le médecin. En fait, il faut arriver à attraper un médecin généraliste qui a envie de se lancer et qui a peur de se lancer, mais à qui vous dites, moi, je vais t'accompagner sur la partie immobilière. On va porter le projet ensemble. Et voilà, donc effectivement, il ne faut pas construire sans médecin, mais les médecins que vous avez, leur dire, voilà, est-ce que ça te dirait qu'on transforme ton cabinet en MSP, qu'on ait un peu d'ambition pour le projet. Ils sont parfois un peu frileux, mais les jeunes, j'en ai en fait de plus en plus, là je vois des jeunes qui en sortant s'installent directement en MSP. Souvent ils le font parce qu'ils ont réussi à se motiver avec 1 ou 2 copains. Donc voilà, c'est les jeunes aussi qui viennent faire des remplacements, etc. Vous pouvez aussi essayer de leur proposer. Mais c'est sûr que le faites pas sans avoir un médecin au départ, quoi. Et les dernière question, c'était déjà, quel est le seuil statistique d'être désert médical? Est-ce qu'il y a un seuil chiffré? Et je ne vous ai pas entendu parler de la téléconsultation. Est-ce que aussi ça fait partie des options? Ouais, alors je devrais le savoir, mais je sais plus ce qu'est le désert médical. Je sais plus quel est maintenant pour les ZIP, quel est le critère. Bon, en tout cas, nous sur nos cartographies, la moyenne nationale c'est 70 médecins généralistes pour 100 000 habitants. En dessous de 60, vous commencez à être pas bien. En dessous de 50, voilà, ça devient. Alors après, au niveau de la commune, c'est là où sur les ZIP, je sais plus exactement quel est le critère retenu, mais honnêtement, je peux vous le retrouver si vous me laissez 2 minutes. Mais c'est peut-être que Lucie va réussir à retrouver ça, mais je vais vous dire. Et alors la téléconsultation. Donc la téléconsultation, peut-être pour vous donner un peu Donc évidemment, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une solution, dans le sens où quand un patient il n'a pas de solution, on ne va pas lui dire il n'y a pas de solution alors qu'il en existe. Après, c'est une solution qu'il faut savoir utiliser entre guillemets correctement. Mais maintenant, on a un cadre juridique. En fait, c'est vrai que pendant le Covid, en fait, pour le dire simplement, on a totalement déverrouillé la téléconsultation. Et donc, voilà, c'est devenu une pratique
très répandu, maintenant qui est un peu mieux encadré, parce qu'un patient, quand vous êtes un patient, en fait, il faut quand même à un moment donné que vous voyez quelqu'un. Vous ne pouvez pas uniquement être en téléconsultation. Les règles pour la téléconsultation, c'est que quand vous êtes dans un désert médical, de toute façon, votre téléconsultation, elle est remboursée, même si c'est avec un médecin qui est à l'autre bout de la France. Donc ça, de toute façon, on a des dispositifs dérogatoires dans tous les déserts médicaux. Pour les endroits qui ne sont pas des déserts médicaux, nous, ce qu'on demande aux plateformes de téléconsultation et aux médecins qui téléconsultent, c'est qu'ils le fassent au sein d'un département ou d'un territoire. Alors, le territoire, il est défini par l'ARS, mais grosso modo, vous avez des dispositifs maintenant qui s'installent. En fait, vous avez plusieurs types de téléconsultation. Vous avez le médecin généraliste ou le spécialiste qui est tout seul dans son cabinet, qui va téléconsulter, souvent pour son propre patient. Et en fait, ça, c'est bien parce que plutôt que de le faire revenir, il lui dit, bon, le prochain rendez-vous, on le fait par téléconsultation, vous n'avez pas à vous déplacer, c'est juste pour savoir comment vous allez. Bon, ce médecin en téléconsultation, il peut, le cas échéant, prendre d'autres patients, mais sur Doctolib, quand vous voyez des téléconsultations, c'est souvent des téléconsultations pour le coup avec des médecins qui font quand même essentiellement de la téléconsultation. Nous, on a interdit dans la convention à un médecin de faire plus de 20% de son activité en téléconsultation. Parce qu'en fait, on avait des médecins qui s'étaient totalement spécialisés dans la téléconsultation, mais en fait, ces médecins qui font que de la téléconsultation, c'est autant de médecins qui sont moins sur les territoires. Donc on a dit, vous pouvez faire de la téléconsultation, mais c'est limité à 20%. Et en fait, maintenant, 2/3 des téléconsultations, elles sont faites par des plateformes. Donc c'est soit des plateformes sur lesquelles que vous pouvez contacter depuis un téléphone ou par Internet, soit c'est des bornes de téléconsultation. Et donc ces plateformes-là, maintenant, elles sont agréées par le ministère, etc. Elles ont des modalités de remboursement qui sont vues avec nous. Et donc, voilà, les bornes de téléconsultation, quand elles sont dans une officine, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de médecins, honnêtement, ça dépanne. Après, quand il y a un patient qui n'a pas de médecin traitant, honnêtement, il ne faut pas le laisser trop longtemps sans rien. Et donc, le mieux, c'est quand même essayer de le remettre dans un parcours médecin traitant et donc de solliciter la CPTS, dont c'est le job de lui trouver un médecin traitant, et la CPAM, dont c'est aussi le job. Donc, je ne sais pas, vous, ce que vous avez comme modalité de téléconsultation sur votre territoire plein. Ouais. En tout cas, ne faut pas dépenser trop d'argent non plus. Parce que moi, j'ai aussi vu des villes où, en fait, des maires avaient dépensé beaucoup d'argent pour installer des cabines de téléconsultation qui, en fait, n'étaient pas très utilisées, etc. Il faut faire un peu attention. Il faut savoir qu'en termes de demande, on a environ 1 million de téléconsultations par mois et ça n'a pas bougé, en fait, depuis la fin du Covid. C'est ça la demande, donc c'est vraiment pratique. Quand vous êtes un patient, vous arrivez dans une pharmacie, notamment quand il n'y a pas de médecin, et en fait le pharmacien, il vous fait, il peut avoir un entretien avec vous, il peut vous faire un bilan de prévention, etc. Et en fait, il repère que vous n'allez pas très bien. Soit il arrive à vous trouver un de ses collègues médecins qui peut vous prendre, soit il va vous dire, faites une première téléconsultation dans mon officine. Donc en fait, c'est une manière pour lui de rentrer dans un parcours de soins. Mais c'est vrai qu'il faut éviter en fait dans la durée de faire que de la téléconsultation. Ça dépanne, mais c'est pas une solution au long cours pour un patient, quoi. Pour aller dans le sens de la CNAM, si je peux me permettre, tout ça c'est un sujet que je connais sur le bout des doigts. Les cabines de téléconsultation, il n'y a carrément pas besoin. Une borne de santé connectée, il faut 2 dispositifs connectés pour que ça fonctionne et que ça soit remboursé par l'État. Donc on n'a pas besoin d'un char pour tuer une mouche. Et le pharmacien est le premier acteur sur lequel les collectivités les villes peuvent s'appuyer parce que, alors c'est un peu la guéguerre médecin-pharmacien, mais ça va aller. Et le pharmacien a de plus en plus de prérogatives qui permettent de désengorger les cabinets médicaux. Et donc pas besoin d'une cabine de téléconsultation, croyez-moi. Bonjour, moi je suis ophtalmologiste et donc moi j'ai 3 casquettes. Je suis libéral, hospitalier ici à Paris et j'ai une start-up de télémédecine en fait. Et mon objectif c'était d'aider justement les déserts médicaux et on n'a pas parlé de la télémédecine en fait. Et pour moi la télémédecine... Téléexpertise, vous faites vous ? Télémédecine. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on passe avec... là vous parlez des infirmières. Ouais. Nous c'est les orthoptistes si vous voulez, nos infirmières. Enfin, ou les aides médicaux. Et donc, on a un contact avec un paramédical. Alors, je trouve ça très, très bien, parce qu'on on a un humain en face de soi, on n'a pas une machine ou quelqu'un via un écran qui pratique des examens, et sous contrôle d'un spécialiste. Donc, dans notre cas, c'est les orthoptistes dans les différents déserts. Alors, soit ils sont en unité fixe, et la plupart, et un ophtalmologiste. Mais les ophtalmologistes regardent chaque dossier. Et la dernière chose, pour que la boucle soit bien bouclée, c'est un trinôme, c'est orthoptiste, ophtalmo-lecteur et ophtalmo-receveur, parce que
Qu'est-ce qui se passe du patient à qui on a trouvé une tension oculaire trop élevée, et puis vous lui dites, écoutez, débrouillez-vous. Non, on fait dans chaque zone, on leur dit, vous allez avoir un ophtalmo qui va être, des fois il ne sera pas à 20 minutes, mais peut-être à 1 heure ou à 1 heure et demie, mais ils ont un point de chute si on trouve quelque chose. Et là, on fait travailler tout le monde. On fait travailler les paramédicaux, on fait travailler les médicaux, et on fait travailler les médicaux. Et aussi, pour ceux, vous parliez de diminuer le temps de travail. Moi qui suis ophtalmo, moi j'ai commencé comme ça il y a 5 ans dans le Nord. Moi, je ne fais plus de consultation de lunettes. Je ne vois plus un seul patient qui fait des lunettes. Les lunettes sont déléguées à des orthoptistes qui font ça chez eux. Et les patients qui ont un problème reviennent à ma consultation. Avant de venir, moi je suis belge en fait. Je travaillais en Angleterre. Ils ont 700 ophtalmos en Angleterre. Pour vous donner un ordre d'idée, 700 ophtalmos en Angleterre, 5000 en France. La rétinopathie diabétique, en Angleterre, eh bien, tous les patients diabétiques ont été vus au moins une fois, ils ont eu un fond d'œil. En France, il y a 5 millions de diabétiques, il y a 2 ou 3 millions de diabétiques qui n'ont jamais eu un fond d'œil, alors qu'on a plus d'ophtalmos, on a plus d'orthoptistes et il n'y a rien qui est mis en place. L'articulation paramédicale, médicale avec vraiment les deux pôles marche très très bien en fait. Alors, pour moi, la filière visuelle, elle est un peu à part. Effectivement, j'en ai pas parlé là, mais la filière visuelle, c'est vraiment une filière à part entière en fait, sur laquelle il y a vraiment une stratégie spécifique. Qui normalement, mais donc qu'on va relancer là, nous au niveau de l'assurance maladie, mais l'objectif c'est exactement ce que vous dites, mais c'est très spécifique parce que vous avez des paramédics, entre guillemets, une profession paramédicale, entre guillemets, qui est vraiment spécifique sur votre filière. Et donc vous, pour les ophtalmos, l'objectif c'est on mise à fond sur les orthoptistes, on mise à fond aussi sur le dépistage précoce en école maternelle de tous les enfants par des orthoptistes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de déployer. Et le fait que effectivement l'ophtalmo arrive vraiment en second recours sur donc ça c'est bien la stratégie honnêtement ministérielle depuis quelques années que nous on pousse l'assurance maladie et là qu'on va relancer qui est effectivement très spécifique en fait à votre spécialité, mais c'est clair que par ailleurs on a un sujet, je pense, par rapport à ce que vous disiez sur les patients diabétiques. Pourquoi est-ce que les patients diabétiques ne font pas suffisamment de fond d'œil? Donc on essaie de comprendre. Là, on a relancé des études pour essayer de comprendre pourquoi ces patients-là, qui sont quand même suivis à 95% par des médecins généralistes, en fait, ils n'ont pas systématiquement ce dépistage par un orthoptiste, parce que les orthoptistes sont quand même assez présents sur les territoires. Donc, ouais. Les pharmaciens le font, vous En tout cas, nous, on va outiller les médecins généralistes pour leur dire, en fait, nous, on a repéré vos patients qui sont diabétiques et qui n'ont pas fait de rétinopathie. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que vous voulez bien les envoyer chez un orthoptiste, s'il vous plaît? Ils ne sont pas équipés? Ok. Non, mais du coup, je prendrai votre carte pour. Je vais la passer à mon collègue qui s'occupe de la filière visuelle, parce qu'effectivement, si c'est un sujet d'équipement et d'organisation, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des choses qu'on peut. Ouais. Ok, non, mais du coup, on va regarder. En tout cas, nous, on relance les travaux sur la filière visuelle pour qu'effectivement, on a un accès à ces soins-là qui soient améliorés, sachant qu'on a, pour le coup, vous êtes quand même très bien organisé d'un point de vue démographique. Et donc, il faut que, effectivement, si vous n'êtes pas suffisamment outillé, ça, il faut qu'on le fasse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Bon, merci infiniment. Je suis désolée encore une fois pour mon retard. Merci à Abel d'avoir d'avoir dessiné gentiment. Je vais le prendre en photo quand même. Parce que Abel. Merci beaucoup et bon courage. Et en tout cas, n'hésitez pas à solliciter la CNAM. On est à votre disposition.